c'est un psychanalyste qui vient de Brésil à l'occasion d'un colloque et il a écrit, surtout, c'était tellement clair la différence qu'il fait entre les passages à l'acte et l'acting out que parfois on a des difficultés, parce qu'on lit ça, les cervelles fraîches, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'acting out, mais lui, il exprime avec une clarté. Vraiment, je lui dis, toi, tu deviens un outil justement pour les psychanalystes qui essayent aussi de faire part de leur expérience. Et voilà, et comment dans cette tragédie, justement, il s'appelle tragédie infantile, il y a un jeune homme qui se suicide, et il y a beaucoup, je ne sais pas si là, dans ton expérience, tu as trouvé des adolescents qui se suicidèrent. Oui, passage à l'acte plus ou moins appuyé. Voilà, c'est ça. C'est un problème, c'est un problème, c'est une tragédie. C'est une tragédie que les jeunes enfants, à partir de 11 ans, 12 ans, il y a des cas comme ça, des suicides. C'est un enfant, 11 ans, 12 ans. Bon, je commence. C'est terrible, oui, qu'un enfant soit désespéré en France. Comment? C'est terrible qu'on soit désespéré à 11 ans, 12 ans, pour se suicider. Ah, c'est horrible. C'est pour ça, on va voir tout ça. Donc, nous continuons donc l'éveil du printemps pour essayer de sentir, à travers une création littéraire autour d'une tragédie enfantine, ce qui ne peut pas être vu, surtout à l'époque. Les rêveries, parce que ce livre a été écrit en 1891. 1891, ça fait plus d'un siècle. Les rêveries et l'agir pulsionnel de l'adolescent, que Wedekind fait très bien entendre. Tous ces personnages sont écrits du point de vue des enfants. Ensuite, nous verrons, ce soir, partant de Freud et de Lacan, les résonances et les dialogues qui s'effectuent dans la théorie psychanalytique, suivant l'assertion que l'écrivain les précède dans leur élaboration théorique. Tout le monde sait ça, que les écrivains précèdent, que les écrivains précèdent dans le sens que, surtout s'ils sont des poètes, il y a beaucoup de poètes mélancoliques, mais les écrivains, même à travers les sculptures, comme Camille Claudel par exemple, sont ceux qui précèdent l'analyste dans le sens qu'ils arrivent à exprimer ce que pour les analystes a demandé des années et des années de travail. Bon, lui, il est la preuve absolue. Bon, bien entendu, nous ne pouvons pas effectuer ce constat sans nous référer à la clinique analytique. Donc, il va y avoir aussi de la clinique, et celle de Freud avec Emma. Emma, c'est une jeune femme aussi. Elle n'a pas fait la tentative de suicide, mais je vais vous expliquer pourquoi il apparaît là. Et celle de Lacan avec la jeune homosexuelle de Freud, reprise par Lacan. Et c'est ça que Maurice et Mariska. Parce qu'en français, je ne sais pas si on prononce les S, Mariska. Bon. Et en tout cas, les noms ne se traduisent pas. Bon. Enfin, nous entendrons des poèmes de Rimbaud de 10 ans l'aîné de Wedekind. Ça veut dire que c'est la même époque. C'est la même époque. Il est né en 54, Rimbaud, Arthur Rimbaud, et Wedekind en 64. Et les deux ont subi l'indifférence et même le mépris de la société de son époque. Les mépris, même Rimbaud. Rimbaud est devenu célèbre après. Et c'est surtout grâce à Verlaine. Sinon, peut-être Rimbaud serait resté dans l'inconnu. Mais c'est Verlaine que vous savez, dans ses rapports amoureux, une vraie histoire d'amour. Et moi, je dis comme ça parce que parfois, on voit dans les lettres que Rimbaud écrit à Verlaine, il est désespéré quand Verlaine veut rejoindre sa femme. Parce que, bon, c'est un couple homosexuel. L'adolescent subit l'effet d'un sens nouveau dans la vie
qui lui revient par les rêves à l'aube de la puberté. C'est ça. Ce qu'on récolte à l'adolescence, c'est quelque chose qui a été sémé dans la puberté. Ça veut dire entre 11 ans jusqu'à 14 ans, c'est à peu près où là on est déjà un adolescent, et cette histoire-là que j'ai fait circuler, ça se passe avec des adolescents de 14 ans. Mais les vrais trucs, ça se passe à la puberté, avec la transformation corporelle. Ils sont vraiment presque surpris de voir ces poils, les transformations chez les jeunes filles. Et tout ça, c'est comme un choc, mais ce n'est pas une question seulement biologique, évidemment. Ce n'est pas seulement parce que les corps se transforment. Et c'est ça qu'on va voir ce soir. Et l'adolescent subit l'effet d'un sens nouveau dans la vie, à cause justement de cette mutation, qui lui revient par les rêves. S'il n'y aurait pas un rêve, c'est incroyable, c'est ça qui découvre la psychanalyse. À l'âge de la puberté, à peu près, ils apparaissent des rêves inattendus, des rêves, comment dire, inattendus, c'est pas les mots, des rêves nouveaux par rapport à ce que rêvent les petits enfants, qui ont envie de manger des cerises ou d'acheter un jouet. Non, il y a des rêves et vous allez voir quel type de rêves. Évidemment, ce sont des rêves sexuels. Parce que quel est le problème de l'adolescent? Pour vous dire en deux mots ce que je vais vous dire ensuite. Jusqu'à la puberté, on fantasme, on a des fantaisies, vous avez vu comme les enfants jouent. Mais tout ça se passe sur son propre corps. Il y a des enfants qui se masturbent aussi, mais c'est dans son propre corps. Le problème, c'est qu'à l'adolescence, normalement, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas une norme, mais on doit passer à l'autre. La sexualité devient quelque chose qu'on a besoin d'une altérité. Et c'est là le problème de l'adolescent. Parce que pour ça, il faut sortir, abandonner l'enfance. Et tous, nous savons que bon, on aime bien son enfance. On était bien à la maison avec maman qui s'occupait de tout, etc. Et bien, à l'âge de la puberté, tout ça, ça va être bouleversé. Et qu'est-ce que c'est les coups d'envoi? Justement, les rêves et ça, c'est surtout les pubères, c'est ces changements de rêves. Et c'est à cause des rêves, plus que les transformations du corps lui-même, qu'il va se sentir, l'adolescent, et touché pour quelque chose de nouvel dans son corps, des émotions, des sensations nouvelles. C'est à cause des rêves, c'est incroyable. Moi ça m'étonne toujours, mais c'est comme ça. Nous avons vu, la fois précédente, tu te souviens, nous avons vu comment les fantasmes et les rêves constituent un correctif aux insatisfactions qui s'imposent à lui dans la réalité. C'est ça la fantaisie. Quand on part dans une fantaisie, c'est parce qu'on aimerait améliorer la réalité que nous avons devant nous, ou on invente des choses. Et ça, c'est la fantaisie. Et qu'est-ce que sont ces fantasmes, ces rêveries? Ce sont des correctifs, donc, à une réalité qui est devant l'enfant. Maintenant l'adolescent, au lieu de jouer comme dans l'enfance, s'adonne maintenant à sa fantaisie. Il renonce à chercher un point d'appui dans les objets réels, un ballon de football, etc., et poursuit des rêves éveillés. Pendant la période de latence, le jeu des enfants est orienté par le désir de devenir grand. Vous voyez ça, on le voit. La seule chose qu'ils veulent, c'est grandir. Ils se mesurent tout le temps, les petits enfants. L'enfant joue toujours à être grand et n'a donc aucune raison de dissimuler ses désirs. L'adolescent, il sait ce qu'on attend de lui. Non qu'il joue ou qu'il s'abandonne à sa fantaisie, mais qu'il s'adapte au monde et qu'il agisse comme un adulte. Malheureusement, on demande ça aux adolescents. C'est très fréquent qu'on ne comprend pas
les désarrois des adolescents. Parce qu'on va voir ces changements des fantaisies, ces changements, toutes ces impulsions sexuelles nouvelles, va les faire changer même son langage. Vous voyez bien comme les adolescents, les rappeurs, ont créé, inventent un langage qui les sépare du monde adulte. Dans cette tragédie de Vedkin, L'éveil du printemps, pleine d'humour, professeurs et pasteurs sont caricaturés. Les parents ne sont que la fonction qu'ils remplissent, sans rêve ni fantasme, représentant des lois absurdes. Pour l'enfant, les parents représentent une loi, mais pour eux, surtout l'adolescent, c'est absurde, ils ne veulent pas rentrer là. La pièce de théâtre a été immédiatement censurée et interdite, jugée comme une cochonnerie insensée. Vous vous rendez compte? Car ni l'appel à la liberté sexuelle, ni envoyer promener les aînés, l'école et la religion ne pouvaient pas, à cette époque, être acceptés. Et je crois que même maintenant, on n'accepte pas trop ça. Vous voyez tous les problèmes qu'il y a avec les religions. Élevés élèves dans le même lycée, ils ont tous 14 ans, partagent entre eux leur vécu et leurs rêves, l'envie de grandir et l'angoisse de vivre cette envie. Parfois, les adolescents s'isolent complètement, mais parfois, heureusement, ils se mettent en bande, ils se mettent à plusieurs. C'est ça qui est un progrès. Parce que ce qui devient pathologique, c'est quand ils s'isolent et ils ne peuvent pas discuter, parler, échanger avec d'autres de leur même âge. Et avec les parents, impossible à parler de certains thèmes. On ne peut pas parler de la sexualité avec les parents, en tout cas. Alors, les personnages sont là, je vais vous les nommer. Melchior, je ne sais pas prononcer, incarcéré en maison de correction. Vanda, mère à la suite d'un avortement. Martha, il se révolte contre ses parents, mais d'une façon impuissante. Elle n'arrive à rien modifier dans son rapport avec ses parents, qui sont très sévères avec elle. Maurice se suicide. Voilà les fameux suicides des personnages. Ilse est libre de se donner sexuellement. Voilà quelqu'un qui fait l'amour à 14 ans, qui est libre, qui se pose comme modèle elle pose comme modèle pour les peintres ou les sculpteurs ou les artistes. Donc elle vit ce monde d'artiste. Et néanmoins, à 14 ans, elle regrette déjà la douceur de l'enfance parce que c'est dur aussi ce travail. J'ai eu des patients, des sculpteurs, c'est dur le travail des modèles, c'est dur. Et en plus, à l'époque, était vraiment pas valorisé. C'était synonyme excusez-moi, des putes. Parce qu'on s'est donné à son artiste. En général, l'artiste avait besoin d'être en contact charnel pour... Payer en nature. Il y a plus, il doit les payer. C'était souvent des prostituées, non, qui posaient comme modèle. Comment? Pas forcément. Pas forcément. Parfois des jeunes femmes comme ça. Non. Qui étaient séduites par le maître. D'accord. Non, c'est un métier. Actuellement, c'est un métier, on te paye. Actuellement, je dis avant, au siècle dernier, au 19e siècle. Oui, mais on Je paye. sais pas, c'était une question, je ne suis pas sûre à 100%. Non, c'était pas des. C'était pas forcément des Non. prostituées. Non. Non. Elles étaient considérées comme. Non, mais pas maintenant. Moi-même, j'ai posé comme modèle. Je me considère pas comme. Maintenant, tout le monde te regarde. Maintenant, je suis auteur. C'est un métier. Et notamment, Mitsuko a connu cette vie avant de devenir célèbre comme chanteuse. Qui? Une chanteuse de. Ah non, mais elle a fait des modèles graphiques. Non, moi, je passe le modèle, c'est quand même. Non, mais c'est vrai, avant même les artistes. Les artistes étaient mal. Oui, les artistes étaient mal vus. Maintenant, au contraire, des gens très
franchi comme genre, ils veulent devenir des comédiens. Voilà. Saltimbanque, c'était Lulu. Lulu, c'est une autre pièce de théâtre qui a écrit Védékine. Ces adolescents sont poussés par un désir nouveau, un désir érotique incluant désormais l'autre. Ces remaniements des désirs auront des conséquences sur les fantaisies du sujet. Mais, dit Freud, ça c'est Freud, parce que je vais faire la différence entre la position de Freud et la position de Lacan, pour que vous voyez bien l'évolution de la psychanalyse. C'est vrai que Lacan apporte à la psychanalyse, il fait revivre la psychanalyse. Et on les voit quand on... Quoique la psychanalyse, c'est Freud, hein, c'est Freud. Lacan vient apporter quelque chose de plus. Mais... Dans la plupart des fantasmes, dit Freud, est cachée dans un coin la dame pour laquelle les rêveurs accomplissent tous ces exploits. Nos rêves ne sont rien d'autre que des fantasmes. Ce qui surprendra l'enfant au moment de la puberté viendra à s'écrire dans des rêveries, dans un temps logique, parce que c'est un temps logique, c'est pas seulement le temps des développements des parties sexuelles, etc. Il y a des gens qui sont toute leur vie des adolescents. C'est un temps logique, un temps qu'il y a des gens qui... Et maintenant, de plus en plus, l'adolescence, c'est jusqu'à 30 ans, avant à 18 ans, à peu près. Même bien plus tard. Même bien plus tard, oui. Plus que ça encore. C'est la preuve. La notation très fine. Ah bon, qu'est-ce que dit Freud? Freud a lu, c'est ça qui est intéressant, que autant Freud que Lacan, tous les deux ont lu ces pièces de théâtre et s'y sont intéressés. Pourquoi? Parce que Védékine a avancé quelque chose, justement ce qu'on disait tout à l'heure, que la psychanalyse découvre plus tard. Donc, par exemple, Freud, il relève la finesse de Védékine de montrer chez Melchior, que c'était les personnages qui les ont sortis les miens de tous ces adolescents. Védékine finalement montre Melchior et Vanda dans un amour sexuel, dans une relation sexuelle, sans choix d'objet. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne sont pas amoureux l'un de l'autre. Hein? Alors ça choque. Freud fait attention à ça. Qu'il y a des rapports sexuels qui peuvent se faire sans choisir la personne. C'est seulement pour avoir l'expérience, et ça on le voit. Chez les petites patientes adolescentes, que ce qu'ils souhaitent, c'est connaître, avoir l'expérience de qu'est-ce que c'est ces fameux rapports sexuels. Et justement, chez les adolescents, on constate beaucoup ce que Lacan dit quand il dit il n'y a pas de rapport sexuel, et que c'est l'énigme de la psychanalyse. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que tout le monde fait l'amour, mais il dit il n'y a pas de rapport sexuel. Les adolescents nous montrent très bien ça à la première rencontre sexuelle. Ils sont très déçus. Parce qu'ils s'attendent, en général, on est déçus, parce qu'on a tellement de fantaisies, des images dans la tête que c'est les paradis, les septième ciel, et en fait, en général, ne se passe pas, surtout les premières fois, ne se passe pas si bien que ça. Et justement, parce que découvre Lacan, vous savez qu'il n'y a pas de rapport sexuel, ça veut dire, il y a Woody, je vais vous le dire plus tard, il y a Woody Allen, qui dit dans un film une phrase très drôle. Si je l'ai trouvé, de toute façon, ça va venir. Bon, enfin, tout le monde, sans le savoir, sait qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Dans le sens que ce n'est pas les paradis qu'on a dans la tête, ou qu'on voit dans les films américains, russes, et de toutes les idéologies. L'amour, la complétude entre l'un et l'autre, ça n'existe pas. C'est horrible, mais c'est comme ça. L'amour, justement, que le jeune homme a, ou l'adulte, qui a pour son compagne, par sa compagne ou son compagnon,
c'est l'amour qui vient couvrir ces manques de rapports sexuels. Il n'y a pas de rapports sexuels. Mais comme on est amoureux de l'autre, l'amour sert à entretenir cette illusion d'incomplétude de l'homme et la femme dans un acte sexuel. Acte sexuel, il y a. Ce qu'il n'y a pas, c'est rapport sexuel. Il y a l'acte sexuel, mais il n'y a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport dans le sens que chacun est dans son truc, dans ses fantasmes. Les types peuvent être dans les fantasmes, même il couche avec une autre femme dans sa tête. Donc il n'y a pas. Et là, chacun est dans son délire. Dans son morceau de corps de l'autre. Ouais. C'est ça que Lacan appelle l'objet petita. L'objet petita, c'est les morceaux du corps. Ça peut être les seins, ça peut être les yeux, ça peut être une brillance. Il y a quelque chose qui brille. Vous avez quelque chose qui brille. C'est ça. Donc, c'est la fixation sur un petit point, une petite partie d'un objet, et cela peut lui arriver à l'éjaculation ou à la dame à des sensations de beaucoup de plaisir. Ce sont des petits morceaux du corps. C'est ça que Lacan appelle l'objet petita. Très différent dans la conception freudienne, vous allez voir. Nous avons évoqué d'ailleurs déjà un peu les observations de Freud sur l'éveil du printemps. Par exemple, il dit l'effet que Vanda, la masochiste, il y a une fille qui est masochiste, la Vanda n'est pas battue par ses parents comme l'est Martha. Il y a une qui est battue par ses parents, elle s'appelle Martha, donc elle vient toujours en pleurant que ses parents sont très sévères, qu'ils la frappent. Et Vanda veut connaître ça parce que ses parents, jamais de la ville, lui ont châtié, ils ont fait des châtiments. Et donc, qu'est-ce l'observation de Freud, c'est de dire l'effet que Vanda n'est pas battue par ses parents prouve également que Wedekind n'est pas dupe des clichés habituels. Sinon, il l'aurait présenté comme ayant été battu dans son enfance. Vous voyez, on croit que parce que vos parents étaient méchants avec vous, vous devenez masochiste ou au contraire sadique pour renverser la chose. Ce sont des raisonnements et des logiques très simples. En fait, c'est beaucoup plus subtil. Au contraire, Vanda se plaint de ne pas avoir été suffisamment châtiée. Alors, ce qui prouve pour Freud que ceux qui ont été sévèrement battus dans leur enfance ne deviennent pas nécessairement masochistes. Et alors, à propos, la trame centrale de cette tragédie, c'est Maurice, parce que lui, il va se suicider. 14 ans, il se suicide. Bon, donc, Freud analyse les rêves de Maurice. Je vous ai dit que ce sont les rêves qui ouvrent l'enfant de la puberté, s'ouvre à l'adolescence. C'est signal mental, psychologique, comme vous voulez l'appeler. Et donc, la première observation de Freud est pas intéressante pour moi. Il rappelle que l'école est faite au moins en partie pour tenir l'enfant éloigné de l'activité sexuelle. Je ne crois pas que ce soit l'objectif, mais bon, ça tombe bien pour les théories de Freud, parce que quand on va à l'école primaire, c'est la période de latence qu'on appelle. Ça veut dire que justement les pulsions sexuelles sont mises en parenthèse parce qu'il y a la scolarité, il y a un rapport aux parents qu'il faut travailler à l'école. Enfin, c'est la parenthèse, la période de latence. Ça dépend de la maîtresse. Ça dépend de la maîtresse. Mais moi, ça dépend des enfants. Ça dépend des enfants, évidemment, si possible. Ça dépend des écoles. Bon, et regardez qu'est-ce qu'observe Freud très loin de Lacan. Hein? Derrière la tyrannie scolaire, ce qu'il voit, c'est la femme. Je vais vous raconter le rêve. Autre observation de Freud sur l'athéisme. Il signale que la foi en Dieu coïncide régulièrement avec la foi dans les pères.
Ça veut dire que parce qu'on est déçu par les parents à l'âge de l'adolescence, on est très critique envers ses parents. L'adolescent découvre que ce n'était pas les parents idéaux qu'il avait toujours pensé qu'ils étaient, les parents parfaits, qui savaient tout, etc. Donc l'athéisme, d'une certaine façon, a à voir avec ces chutes des idéaux parentaux. En plus, il observe dans cette tragédie, toujours, les mauvais traitements qui subissent les enfants sont associés au châtiment qui punit habituellement la masturbation. Il dit comme ça. Donc, c'est très loin de qu'est-ce que c'est Lacan. Lacan a fait une préface dans l'année 74, je ne sais pas si tu connais l'histoire de Wedekind. Dans l'année 74, ici à Paris, il y a une metteur en scène qui s'appelle Brigitte Jacques, qui a mis sur scène les livres de Wedekind traduits par un psychanalyste, François Regnault. Plus qu'un psychanalyste, un homme de théâtre, mais très lié à Lacan. Très lié à Lacan. Peut-être il était un analysant de Lacan. Et alors, François Regnault, qui est vivant, mais qui est très connu, demande à Lacan de faire une préface. Et alors, Lacan fait une préface, mais contrairement à ce que je viens de citer, que dit Freud, qui sont des choses qui nous semblent un peu simplettes, alors Lacan a compliqué la vie de beaucoup de ses auditeurs, parce qu'il y a une page et demie, c'est une difficulté extrême de comprendre ce que Lacan a voulu dire de cette tragédie. Je vous épargne de les lire, vous pouvez les trouver sur Internet, préface de Lacan, Brigitte Jacques Lacan, préface de Wedekind. Si vous faites comme ça, mais je ne vous conseille pas parce que c'est des Chinois dans un premier temps. Je vais travailler beaucoup justement pour vous faire part de ça, de quelque chose. Donc, ce que surprend Lacan, la première chose qu'il dit, mais toujours en suivant Freud, après tout, parce que je vous ai dit, Freud dit que les rêves et les fantaisies du pubère, c'est ce qui va ouvrir la porte de l'adolescent. Alors, Lacan dit, c'est étonnant ça, dit, c'est que pour les garçons de faire l'amour avec les filles, à quoi ils ne songeraient pas sans l'éveil de leurs rêves. C'est pour ça qu'il s'appelle l'éveil du printemps, l'éveil des rêves. Un rêve surprendra et excitera Maurice, ne le laissant plus tranquille. Il avait 11 ans, 12 ans, ce pauvre Maurice. Un rêve très court, dit Maurice, parce que c'est les personnages. Attention, sont tous des personnages, tout ce que je viens de vous raconter, mais Wedekind dit qu'il n'a rien inventé, que ce sont des faits réels. C'est presque autobiographique, cette histoire. Et il dit même des choses qui semblent très obscènes, par exemple, un qui dit « Non, c'est pas mon fils ». Par rapport à une jeune fille qui est restée enceinte, c'était une chose très grave de dire ça, parce que bon, finalement, on ne sait pas avec qui couchait cette fille. Bon, même ça, dit Wedekind, il dit, même ça, c'était vrai. Pour vous dire que toutes ces tragédies, c'est mis en fiction, parce qu'on ne peut pas dire que c'est un roman, sont des tableaux qui présentent les metteurs en scène, qui présentent Wedekind, des tableaux qui servent à caractériser chaque personnage. Parce qu'en fait, montre qu'est-ce que c'est Vanda, qu'est-ce que c'est Melchior, qu'est-ce que c'est Maurice. Bon, on est avec Maurice là. Quel est le rêve? Un rêve surprendra et excitera Maurice, ne le laissant plus tranquille. Un rêve très court, dit Maurice. Des jambes en bas bleu ciel qui montaient sur les pupitres de l'école. Pour être exact, dit Maurice, j'ai seulement pensé qu'elle voulait l'enjamber. Je les ai vus très furtivement. Vous voyez ces petits morceaux de rêve? Vous avez compris parce qu'avec mon accent? Non, je comprends très bien. Bon, et
ces petits rêves est d'une importance extraordinaire justement pour la sexualité de Maurice. Pourquoi? Parce que Maurice, c'est l'enfant, qu'on voit beaucoup comme ça, hein, qui veut faire plaisir à ses parents. On dit en psychanalyse, c'est le phallus de la mère, il veut être le phallus de la mère ou du père. Dans le sens, le meilleur de l'école, c'est lui qui apporte les notes les meilleures, etc. Donc, Maurice est resté dans ce rapport. Il est resté enfant, parce que ce sont les enfants qui sont comme ça. Il est resté, et vous voyez, elle reçoit les rêves que je vous dis, qui éveillent et ouvrent la porte à l'adolescence, mais il ne veut pas l'assumer. Il veut pas. Il n'a jamais eu un rapport avec une fille, mais en même temps, il voulait savoir qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on fait l'amour, comment est-ce que les enfants naissent à partir de 12 ans, des choses comme ça. Aujourd'hui, tout le monde le sait, les enfants de 5 ans. La cigogne s'arrête à 6 ans, je ne sais pas. Mais, donc, et pour ne pas me perdre, je vais continuer les textes. Et donc, c'est pour ça qu'il va finir pour se suicider. Parce qu'il va échouer à l'école. C'est à l'époque, c'est à Vienne que ça se passe tout ça, et c'est à l'époque prussienne, de la Prussie. Vous savez, c'est une éducation très sévère. L'éducation allemande, c'était une chose que jusqu'à aujourd'hui, on écrit sur ce thème. C'était très sévère. Il fallait réussir à l'école. Les enfants pauvres n'allaient pas à l'école. Tout ce que raconte Musil, les écoles publiques, oui, ça existait, mais pas comme aujourd'hui. C'était des écoles privées. Et bon. Donc voilà ces petits rêves. Quelqu'un, il va déjà même pas. Le ciel, il n'avait même pas vu un visage, c'est seulement les jambes qui montaient sur les pupitres. Et il pensait qu'il voulait l'enjamber, les pupitres. C'est tout. Mais ça a été pour lui un éveil tragique parce qu'il n'a pas voulu rentrer dans l'histoire de la sexualité et surtout la sexualité avec l'autre. Parce que de se masturber, vous savez, les enfants se masturbent beaucoup. Pas tous, évidemment, hein. Donc, Lacan continue, c'est Lacan qui est en train de dire ça, non? Même s'il part de Freud, vous allez voir tout ce qu'il va avancer. Qu'est-ce qu'il démontre, Wedekind? Que ce n'est pas satisfaisant l'histoire de la découverte sexuelle. Ce n'est pas satisfaisant, même surtout pour lui qui n'a pas voulu rentrer. Jusqu'à avouer que si ça rate, c'est pour chacun. Chacun de nous, d'après Lacan, hein, chacun de nous, d'un point de vue sexuel, on est j'ose pas le dire, mais pour lui, un peu comme des ratés. On rate la sexualité. Ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est ça que j'avais dit. C'est ça que dit Lacan ici. Lacan dit que j'entends ce que Freud dit. Parce que vous savez que la différence entre Lacan et Freud, évidemment, c'est que Lacan va mettre l'inconscient en rapport au langage et à la jouissance. Pour Freud, c'était une autre chose. Pour Freud, c'était une histoire de conflit pulsionnel. C'était la pulsion sexuelle ou la pulsion sexuelle ou la pulsion de vie, d'aimer la vie, comme vous voulez, pulsion de vie, pulsion sexuelle, et après il a changé pulsion de vie, pulsion de mort. Mais chez Freud, ça c'est très important à savoir, c'est une question de conflit. Chez Freud, il y a proportion, il y a rapport. Pour Lacan, il n'y a pas de rapport sexuel parce que chacun dans son truc. Mais pour Freud, comme c'est une question pulsionnelle, il va trouver un grand obstacle, justement, dans sa théorie. Le grand obstacle que Freud trouve dans sa théorie, c'est que les blocs de la castration, les rocs de la castration, il appelle. Ça veut dire que ni l'homme ni la femme
ils ont dans leur tête, et l'homme et la femme, comme un phallus imaginaire. La femme aussi. Hein, quand vous voyez ces femmes fortes qui veulent, qui ont des caractères très forts, au fait, ce sont des femmes très phalliques, on dit. On les appelle phalliques. Parce que pour Freud, les phallus est universel. C'est tant l'homme que la femme, on est dans un désir phallique. J'exagère un peu, mais pour que les choses se fixent bien. C'est la grande différence avec Lacan, parce que Lacan va penser la psychanalyse, ou les sujets plutôt que la psychanalyse, comme quelqu'un qui est constitué ou qui se constitue à partir des 3 registres, symbolique, imaginaire et réel. Ça veut dire que c'est une question d'espace, c'est une question topologique pour Lacan. Pour Freud aussi, c'était topique, mais c'était ces conflits entre les pulsions. Et pour Lacan, qu'est-ce que c'est? Non. Pour Lacan, l'inconscient est structuré comme un langage. On connaît. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas qu'il contredit Freud, c'est des Freudiens, Lacan. Si tu veux, tu participes quand tu veux, et on va arriver à ton texte et à ton sujet, mais tu peux m'interrompre quand tu veux, si tu veux ajouter des choses. Oui. Parce que pour Lacan, donc, pour Freud, donc, il y avait cette histoire pulsionnelle. Pour Lacan, ce qui compte, c'est la parole. Parce qu'on ne peut pas... L'homme est homme parce qu'il parle. C'est pour ça qu'il appelle les par-lettres. On est ce que nous sommes parce que nous parlons. Et le langage, c'est partie du symbolique. Il décèle 3 registres dans les fantasmes et dans notre réalité. Les registres réels, symboliques et imaginaires. Les symboliques, c'est justement les langages et tous les symboles, l'écriture, tout ce qui soit production de l'homme sont des symboles. L'imaginaire... Comment? Un muet, qu'est-ce que t'en fais? Non, ils ont des langages, les muets. Et les gens qui sont multiples. Les deux, on pensé à la même chose. Hein? Le mutisme, c'est très Il ne peut pas parler, mais il est dans les langages. Il comprend tout. Il est pris dans le Il est langage. pris. Mais l'angoissant pour les autres. Les gens multiples sont très angoissants, je trouve. Pour nous, oui, c'est vrai. Mais eux, ils sont dans les langages. Ils rentrent dans le langage. Ouais. La différence, il y a des grandes différences quand même. C'est pas un handicap, mais un dysfonctionnement assez important. Oui, si tu es muet et sourd. Non, mais c'est mutique. Il y a des gens qui soient muets, mais ils sont mutiques. Ah, mais ça, c'est un autre problème. C'est ça que je parle de ça. Ouais. Ah, tu peux devenir... Je demandais les gens mutiques. Non, les muets sont pas angoissants, les muets, c'est un dysfonctionnement du corps, donc ils ont un autre langage. Mais les gens mutiques, là, c'est une autre chose, ils deviennent mutiques. C'est pas... Oui. Justement. C'est ça que je trouve angoissant. Raconte ton exemple. Ouais. Et lui, il a montré un cas clinique, justement, de quelqu'un mutique. Ça veut dire... Et tu peux me raconter? Non, je pense que justement, le mutique, il est dans le langage parce qu'il est en conflit avec le langage. Oui, c'est ça, c'est un conflit, ouais. Il est en conflit parce qu'il a un désir de parler, mais il ne peut pas, il se sent empêché de parler, tout ça. Et, bon, il y a plusieurs choses qui peuvent être la question ou pourquoi il ne parle pas. Mais au samedi, je parlais très rapidement d'un exemple d'une jeune fille qu'elle ne parlait pas depuis 2 ans. Elle ne parlait rien, il parlait personne. Et donc, elle est en train de faire un traitement avec une phoniatre. Et un jour, pendant une séance, la phoniatre elle a fait un exercice avec l'abdomen et elle a forcé un petit peu l'abdomen. Et la jeune, elle sort un cri. La jeune mutique, hein, dites-vous, à cause des exercices. Elle sort un cri. Et après, elle dit, je vais parler. Et la séance se ferme là. Elle se finit là.
Et dans la semaine prochaine, dans la veille de la consultation, elle va jusqu'au service qui était un service de C'était un CMPP, une chose comme ça. oui, une chose pareille. Ouais. Elle va jusqu'au le service et elle laisse un bouquet de fleurs à la fenêtre. Et elle s'en va. Et il se va. Et après, le jour Suivant. le jour suivant, elle ne vient pas. Et dans ce jour-là, elle fait le suicide. Il se suicide. Ça veut dire, elle voulait pas parler, c'était pas qu'elle était muette, elle ne pouvait pas parler. Les moments que la phoniatre, c'était même pas une psychanalyste, c'était une phoniatre, pour une question physiologique, arrive à les faire extraire un cri, et il ne peut pas supporter ça, elle se suicide. Mais pour rapport au langage, on peut penser les fleurs. Les fleurs qu'elle il y a une charge sémantique dans les fleurs là. Oui. Parce qu'il y a un langage là. Non, elle est dans les langages. Elle je parle veux pas, dire. elle écoute. Voilà. Elle écoute, elle parle pas, les fleurs. Oui. Il y a beaucoup chez les adolescents, il y a beaucoup de gens qui rentrent dans un mutisme, justement dans la crise d'adolescence. C'est un cas. Elle Mais ne parle pas, mais elle était dans les langages. Oui, voilà. Même l'effet de mettre des fleurs, c'est tellement symbolique parce qu'elle va se suicider, elle met des fleurs Ah, pour elle-même. Comme au cimetière, comme on apporte des fleurs au Oui, cimetière. oui, c'est Oui, des oui, fleurs. oui, totalement. Funèbres, non? Poussons plus loin l'analyse, alors, un surmuet. D'accord. Oui, parce que pour Un sourd-muet, oui, il y a des sourds-muettes, je connais, je n'ai pas eu des patients, mais il y a des sourds-muettes, oui, ils rentrent dans les langages, Michel. C'est pas une Si tu as- on On s'est arrêté dans le sens qu'il y a des gens qui, les sourds-muettes ou les gens qui rentrent dans un mutisme, toi qui es très silencieux, je connais beaucoup de gens très silencieux, et, sauf avec la canne. Mais ils sont dans les langages, ils sont rentrés, parce que je suis en train de parler des registres symboliques imaginaires réels de Lacan par rapport à Freud qui parle des pulsions et des conflits pulsionnels. Vous voulez dire quelque chose? Non, vous avez défini le symbolique et le réel. Et donc, Bon, voilà. Les symboliques, on était au symbolique, les langages. L'imaginaire sont tous les fantaisies que je viens de vous parler. Je peux, après, dans la suite de ma lecture. Non, l'imaginaire, c'est l'image. Comment? L'image du corps, non, d'accord. Oui, mais l'imaginaire sont les fantaisies. On est en train de parler il ne faut pas s'éloigner du thème qui c'est l'adolescent. Et les pubères surtout, qu'il est du coup comment alerter que quelque chose arrive dans son corps à travers les rêves. Bon, tout ça, c'est de l'imaginaire. C'est pas des choses complètes qu'on fait comme les symboliques, c'est une production de l'homme. Et le réel, c'est ce qui vient, et justement, ce qui lui arrive à Maurice, ce qui vient heurter votre pensée, votre corps, qui vient faire un blocage dans ce qui est pour vous la vie quotidienne. Les réels, on ne peut pas les symboliser, justement. On ne peut pas mettre des paroles. Parfois, quand vous avez des émotions très fortes, on ne peut pas mettre des paroles là-dessus. C'est ça le réel. Quand vous êtes affronté à quelque chose d'indécidable, on ne peut pas le dire. C'est ça le réel, c'est affreux parce que c'est traumatisant parfois. C'est comme ça qu'il y a passage à l'acte. Exactement. Quand vous ne pouvez pas, c'est le cas de ces jeunes femmes qu'elle ne voulait pas, va savoir les secrets qu'elle est emportée avec elle dans sa tombe. Mais c'est marrant parce que c'est ce que je disais avant, c'est ce que j'avais dit, je dis que les gens mutiques, c'est très angoissant. Oui. Effectivement, parce qu'il y a on sent une grande violence dans le mutisme. Ah, totalement. Oui. Et d'où vient cette violence, ce refus? Les faire aussi, elle ne passait pas sa douleur aux paroles, elle ne passait pas aux paroles, donc
Elle passe À à l'acte. l'acte. Oui. Elle passe à l'acte, c'est ça. Donc, Après, c'est ce tu qu'on vas sent. dire bien la différence entre acting out et passage à l'acte. Parce que L'acting out, c'est un passage à parole. Voilà. Parce qu'il y a un langage. dans il y a un l'acte. passage à la parole, oui. Ouais. On peut parler dans l'acting out. Il y a un passage à l'acte, mais Qui a du sens, qui fait du sens, qui se... exact. Oui, Dis-lui, c'est un autre Maurice, type dis-lui. d'acte. Comment? Dans l'acting out, c'est un autre type d'acte. Un autre Tout à type fait d'acte. différent de la passage à l'acte. Oui. Parce que c'est un acte qui est en scène. C'est une mise en scène, Une hein, mise en scène. presque. Oui, c'est comme du théâtre, voilà, c'est comme Oui. un film. Au lieu de parler, on voit, comme un cinéma muet, on voit les gens agir. Voilà, c'est ça. L'expression Ouais. acting out en anglais, ça Ouais. veut dire une exagération, quelque chose qui. Théâtral. Oui, c'est C'est théâtral. théâtral, oui. Donc, Par exemple, Et c'est il là. demande une interprétation, il demande une. Oui, c'est Voilà. ça. Symbolisation, une Ça implique, sublimation. Ouais, ça voilà. implique une interprétation, Ouais, voilà. ça prend du Tout est sens, quart ça fait sens. Oui. Et c'est Oui, pas la non, mais je violence suis du loin. passage à l'acte. Oui, le passage à l'acte, C'est violent, c'est la mort, pas forcément, pas forcément, mais ça fait penser à ça. parce qu'il y a plusieurs morts ici. Oui, bien sûr, oui, bien sûr, passage à l'acte, c'est pas mais ça fait penser à ça. Oui, bien sûr. En On tout, peut penser ça. oui. Et d'où vient cette violence quand même d'où vient cette violence comme ça Mais justement, c'est de ne pas pouvoir exprimer, Et- mettre en et mots comment- quelque chose, Ah, c'est pour ça. C'est le réel, c'est la confrontation au réel, cette émotion comme ça, qu'on peut pas, indicible, qui fait qu'on. Voilà, Si tu- d'accord. si tu- Qui fait qu'on est mutique. Oui, tu deviens mutique, il y Et a, c'est il une y a émotion de beaucoup. quel ordre? C'est une émotion sexuelle ou non, c'est de n'importe quel ordre Ça peut être dans n'importe quel ordre, évidemment. Évidemment. Et comment Mais ça- bon, pour nous, les psychanalystes, la question sexuelle est très importante. Mais surtout la question sexuelle dans les premières années d'enfance. Justement, l'Édipe, on les fait à 5 ans, 6 ans. Et pour nous, l'Édipe, d'une certaine façon, à avoir avec les sexuels, sont des pulsions sexuelles, même si vous êtes tout petit et tout enfant. Pour nous, qui a une objection. Non, non, pas du tout. Après, ça peut être 3 ans pour certains. Ah oui. autres, mais bon, après, c'est des non. questions. Totalement, c'est pas une question. Des enfants très petits ont des élections, des enfants petits peuvent se masturber. C'est incroyable. Et c'est ça qui apporte Freud et qui n'a pas voulu être accepté par la société. Je voulais vous dire que je viens de faire la différence entre les conflits pulsionnels et comment Lacan envisage l'inconscient dans l'articulation qu'il fait avec les langages et la jouissance, ça veut dire à travers ces 3 registres. J'aimerais vous dire que Michel Thomé, excusez-moi, mais à chaque fois je suis contente de le dire, Michel Thomé c'est un de ceux qui ont dialogué, ont travaillé avec Lacan, avec les fameux nœuds borroméens, avec les fameux nœuds symboliques, imaginaires et réels. Il peut nous faire une conférence de plusieurs heures, mais il est très réservé et très modeste, parce que vraiment ça a été un interlocuteur important pour Lacan, parce que Lacan, à la fin de sa vie, s'est mis avec cette histoire. Raconte un peu aussi. Mais c'est pas mon séminaire, c'est le tien. Bon, il faut que tu fasses ton séminaire, parce que c'est une expérience intéressante quand même. Avoir attiré l'attention de Lacan, il faut le faire. Hein. Une chose, c'est les patients qu'il est obligé d'entendre, que c'est son boulot. Mais là, il n'était pas son patient. Il était avec d'autres amis, Pierre Souris, c'est tout. C'était des jeunes, il avait 72 ans, à peu près 71, 72 quand il vous a rencontré. Mais Lacan était comme ça, hein, et il s'est adressé à des... Toi qui étais très jeune. Lacan est comme ça, c'était un grand admirateur des jeunes. C'est pour ça que Jacques Alain Miller a tout pris, il a tout mangé, Jacques Alain Miller, parce que c'était les jeunes qu'il a connus, qu'il a ébloui. Bon, il s'est laissé éblouir pour les jeunes. Moi, je trouve ça admirable. Je crois que les jeunes ont tellement de choses. Et toi, surtout, tu dois les savoir, vous aussi. Les jeunes ont tellement de choses. Chaque jeune est moderne par rapport au vieux que nous sommes qu'il a en face. Même si vous avez 30 ans, pour un adolescent, l'adolescent est toujours moderne. Il est
il est déjà plus loin que vous. C'est incroyable et c'est difficile à accepter. Mais Lacan était comme ça. Bon, je vais continuer. Alors, la seule chose, c'est très compliqué, l'histoire de la préface de Jacques Lacan. Vous pouvez la trouver. Un jour, on pourrait rentrer plus dans les détails, mais il faut que j'avance. La seule chose que j'aimerais vous dire, que vous avez vu dans la présentation, ça c'est l'original, et dans la présentation que Wedekind fait de son ouvrage, lui-même il était l'acteur aussi dans la pièce de théâtre. Et il a un autre personnage que je n'ai pas nommé, que c'est l'homme masqué. Il y a un personnage, il y a tous les adolescents que je vous ai nommés, et aussi un homme masqué qui apparaît à la fin de la pièce de Wedekind. Alors Lacan, tout de suite, il les prend, cet homme masqué, pour montrer que les masques qu'il y a, si vous les voyez de près, c'est un masque, en fait, c'est un masque des femmes. Les femmes portent ça dans les carnavals ou dans les bals pour s'amuser. Pour Lacan, cet homme, l'homme masqué de la tragédie qu'il écrit, pour Lacan, c'est ça les noms du père. Cet homme parle. Bon, il y a une scène à la fin. Je ne peux pas vous raconter, il faut que vous allez voir si ça vous intéresse l'éveil du printemps. Mais à la fin, cet homme masqué apparaît dans les cimetières où il y a les fantômes de Maurice, le jeune garçon qui s'est suicidé. Mais il y a aussi Melchior, celui qui est dans une maison de correction, justement. Pourquoi on l'a mis dans une maison de correction à 14 ans? Parce qu'il était très curieux et c'était celui qui savait le plus toutes les questions sexuelles. Comment on fait l'amour, comme les enfants naissent, même comme les enfants naissent à 14 ans, ils ne savaient pas quelques-uns de ces enfants. Donc cet homme masqué parle avec Melchior et avec les fantasmes de Maurice, parce que Maurice, mais tout ça, ça se passe dans la tête de Melchior aussi, non? Il va au cimetière parce qu'il s'échappe de ses correctionnels, il va au cimetière et il croit voir Maurice qui avance et qui l'appelle. Ça veut dire, il pense à se suicider, Melchior aussi, il pense à se suicider. Parce qu'à cause de lui, il y a une des filles qui meurt, etc. Et alors cet homme masqué sauve Melchior de ses suicides. Il ne passe pas à l'acte, contrairement à Maurice, et il rentre. Et bon, mais ça c'est la fiction de toute cette histoire, parce que le reste c'était des faits réels. Mais l'homme masqué, c'est un personnage qui rentre sur scène, et c'est l'invention de Wedekind, et c'est pour ça que Lacan tout de suite attrape cet homme masqué, il dit que c'est ça le nom du père. L'homme masqué, Melchior dit, mais qui êtes-vous, pourquoi vous n'enlevez pas votre masque? Mais tu ne me reconnais pas? Non, je ne vous reconnais pas. Tu ne reconnaîtrais pas la voix de ton père? Non, je ne reconnaîtrai pas. Ça veut dire il ne veut pas se démasquer, cet homme. Alors Lacan en profite pour se dire que c'est ça les noms du père. C'est ça les fameux noms du père. Bah, pour les Lacaniens, les noms du père, c'est... comment vous dire? C'est ce qui soutient, c'est trop dire comme ça, mais ce qui soutient la théorie analytique. Parce que nom du père, c'est quoi? C'est celui qui vient arrêter la jouissance mère-enfant. L'homme masqué vient pour Lacan, toujours pour Lacan, à séparer Melchior qui veut se suicider. Il l'amène sur la voie justement de rentrer dans une adolescence. Et c'est vrai que Wedekind a eu beaucoup de problèmes avec son père, beaucoup de problèmes parce que justement, comme dans le drame, son père voulait qu'il soit médecin, etc. Mais c'était un homme très riche, Wedekind, hein, contrairement à Rimbaud. Et lui, de toute petite, il adore, parce que sa mère était comédienne, artiste, chanteuse, la mère de Wedekind, je suis là. Hein. Donc voilà, pour vous dire comment Lacan en profite dans cette préface très difficile à comprendre, pour moi au moins, et il met pas seulement sa théorie
tout de sa théorie, il les met chez Wedekind, comme si Wedekind avait avancé déjà dans cette tragédie, et les conceptions théoriques, les signifiants, c'est pour ça qu'il dit que cet homme masqué, c'est les noms d'hyper, et pas seulement les noms d'hyper. Qu'est-ce que c'est les noms d'hyper, dit Lacan? Les noms d'hyper, c'est pas les pères réels, c'est pas... Non, les noms d'hyper, c'est les noms du nom. Dis non, 3 fois. Pour moi. Il n'y a pas un jeu de mots quand même avec le nom, le fait de dire non, d'arrêter la castration, et le nom, le langage. C'est bien pour toi, tu vois, tu es créatrice. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai, pourquoi pas. Mais en tout cas, jamais. Le cas symbolique, c'est le langage. Le fait de pouvoir exprimer, ça empêche l'acte. Totalement. Quand vous pouvez. Totalement. Quand vous pouvez parler, au lieu de vous prendre des coups de poing. Oui, vraiment. Alors, et pas seulement ça, il y a les rapports sexuels, c'était déjà chez Wedekind, les noms d'hyper, c'était chez Wedekind, et même une chose qui avance Lacan en 74, il avait 75 ans. Ah non, 73, parce qu'il est né en 1901. Et ce qui avance Lacan, avance comme à la fin, la dernière phrase de cette préface, il dit, mais c'est non, dit non, renvoie, et je ne sais pas si je me souviens, renvoie à la déesse blanche, celle qui est dans la jouissance autre. Et qui nous suspendra tous. Là, je n'ai pas compris. Pourquoi il va nous suspendre à tous, la déesse blanche? Mais pour vous... C'est Wedekind ou Lacan? Ça, c'est Lacan. Lacan qui récupère. Ouais. Je vous ai montré ce que dit Freud et ce que fait Lacan, ce que dit Lacan, qu'écrit Lacan. La déesse blanche, parce que nous sommes tous dans une société patriarcale. Oui, oui. C'est le problème à ce moment. Tous les psychanalystes parlent de la femme qui est dévalorisée dans cette société machiste, partout, surtout dans ces sociétés libérales, etc. Mais là, il dit que non, qu'en fait, le nom d'hyper ne sera pas, il le pose comme question, la déesse blanche, ça veut dire qu'il suppose, à travers la pièce de Wedekind, que le nom d'hyper, au fait, c'est la femme, c'est la mère. La déesse blanche a toujours dans sa jouissance. C'est exactement le mot qu'il dit. Parce que c'est ça que les problèmes entre les fils et l'enfant, c'est la jouissance de la mère. C'est là que le père vient pour mettre fin à ces jouissances. Sinon, les pauvres enfants, franchement, s'ils ne se séparent pas de sa mère, il y aura des sacrés problèmes. Dans les cas pathologiques extrêmes, tout le monde reste attaché à sa mère. Mais c'est pour... voilà, j'ai fini avec Lacan parce que c'est un énigme, si vous voulez, en tant que Française. La phrase, c'est la déesse blanche a toujours dans sa jouissance. Non, c'est quoi la phrase? La préface, je sais pas, c'est pas cité. Bon, c'est pas grave, c'est non, suspendra tous. Hein? La déesse blanche. Non, suspendra dans sa jouissance. Oui. Malheureusement, je ne l'ai pas noté, la phrase. Ça veut dire qu'au lieu de parler, comme Freud qui parlait des totem et tabou, de l'homme de l'exception, l'homme d'exception, c'est lui qui, entre guillemets, c'est un mythe, totem et tabou, baiser toutes les femmes, alors les fils vont l'assassiner, voilà, c'est ça. Donc, voilà. Ça, c'est les noms d'hyper aussi, parce que c'est les patrons des personnalités. Bon, voilà, j'ai fini avec Lacan parce qu'il y avait tellement de choses intéressantes. Je vais vous lire exactement ce que dit Maurice, parce qu'il me semble si important. Je vais essayer d'être claire. Bon, d'abord, j'avais noté tout ce que dit Freud. Mais bon, Maurice, qui vient du Brésil, on va lui faire... je vais vous faire entendre ce qu'il dit.
parce qu'il est participé dans un colloque sur la voix et les suicides. La voix et les suicides, parce qu'il va parler du cri au moment où vous s'est suicidé. Malheureusement, je suis très prise à cette histoire parce qu'il y a une amie psychanalyste qui vient de se suicider. Elle s'est montée dans les ponts neufs, Karina Basualdo, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Sur les ponts neufs, il a mis un sac à dos, là, avec des haltères, et paf, s'est jeté sur la scène. L'ami de Michel Thomé aussi, mais il était... oui. Basualdo? Non, l'ami de Michel Thomé, Oui, oui. Pierre Souris aussi s'est suicidé dans Oui. une... Tu dis c'est Karina Basualdo? Tu la connais, Karina Basualdo? C'est une jeune femme. Oui, c'est une femme. Karina Basualdo, il a travaillé les bistrots, il a connu personnellement les bistrots, et il a fait un livre sur Totem et Tabou, justement. Elle est très connue, Karina Basualdo, elle s'est suicidée. Quel âge elle avait? Une femme d'une quarantaine à peine, riche, habitée dans le 5e arrondissement, dans un superbe appartement. Elle avait tout. Et pourquoi elle s'est suicidée? Et voilà. Voilà. Ça, Jeune, belle, tout. c'est- Oui ou non? Tout. Karina Basualdo, elle était belle. Ça s'écrit comment Basualdo? Cherche-les sur Internet, tu vas la trouver, tu vas voir sa tête. Basualdo, B comme Bernard, A. AB. B comme Bernard, Basualdo, B comme Bernard, A, U, A, L, D comme Daniel, O. Basualdo, c'est le nom de famille, Karina. Bon, je m'éloigne encore de Maurice. Je vous lis ce que dit Maurice parce que c'est important pour vous, ça va vous éclaircir beaucoup de choses. Contrairement au acting out, dit Maurice, où l'acte demande interprétation, le passage à l'acte est la cessation de la parole. Voilà, quand vous passez à l'acte, c'est fini. Là, on ne parle pas. On se suicide, ou on tue quelqu'un, ou on s'en va, on claque la porte, on s'en va. C'est la cessation de la parole, faisant place à l'apparition du cri et du silence. Un silence qui ne rentre pas dans l'ordre signifiant. Justement, le signifiant, c'est ça, l'inconscient est comme un langage, c'est les signifiants, c'est la théorie de Lacan. Il est lacanien, il suit Lacan au pied de la lettre. Un silence qui ne rentre pas dans l'ordre de la parole et qui épuise les possibilités de signification. On ne peut pas comprendre quand quelqu'un se suicide, même s'il laisse un mot. Karina a laissé un mot. Les suicides viennent dans un moment logique où il n'y a plus de paroles, où il n'y a plus de signifiants pour soulager la souffrance ou pour symboliser. Mettre en parole, tu veux le dire toi-même? Non. Parce que ça, c'est parfait. Non, vas-y. Oui. Mettre en parole l'angoisse qui est dans le réel. Voilà, la confrontation avec le réel, vous me demandez tout à l'heure, ça produit immédiatement de l'angoisse. Vous êtes angoissé quand il y a quelque chose qui vient heurter votre pensée. Je la connais. Tu la connais, si, elle était très connue. Avec Safiropoulos, elle a fait sa thèse. Ah oui, c'est impressionnant. Moi, j'étais un mois à peu près. Et lui, il m'a fait rappeler, parce qu'il l'a défini très... Toi, tu m'éclaires la mort de Karina Basualdo, je te jure. Bon, je continue. Où il n'y a plus de signifiants pour soulager la souffrance ou pour symboliser, mettre en parole l'angoisse qui est dans le réel. Les suicidaires, non, l'adolescent, il quitte la scène de la vie, ne met pas en scène les signifiants qui pourraient produire un sens. Il met un terme, il ne vacille pas, il ne suit pas, paf, suicide. Dans les passages à l'acte, il y a une défenestration, comme dans le cas de la jeune homosexuelle. Aussi, c'est une jeune fille de 18 ans, patiente de Freud, qui se jette. Bon, j'aurais souhaité vous raconter tout ça, mais vous voyez, on n'a pas le temps. Donc, regardez ce que dit Mauricio. Dans les passages à l'acte, il y a une défenestration, comme la jeune homosexuelle. Dans les suicides, le sujet est identifié à l'objet A.
Vous vous rappelez que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'objet A. Ça veut dire l'objet qui cause votre désir, les morceaux des sangs, les morceaux des peaux, l'odeur, c'est ce qui cause votre désir, c'est ça l'objet petit a. Mais qu'est-ce qui se passe chez les suicidaires? Les suicidaires est identifié à l'objet A, de sorte qu'il ne perd pas l'objet. C'est pas qu'il va perdre l'objet, mais c'est lui qui se perd. Il se perd comme si lui-même avait été un objet. Et dans cette condition, il doit se laisser tomber, se laisser jeter, se laisser pendre, se laisser mourir. Le passage à l'acte est une identification absolue du sujet avec l'objet A à quoi il est réduit. Parfait. C'est une fusion, on peut dire. Une fusion avec l'objet. Oui, je crois que oui, quelque chose pareil. Bon, je continue parce qu'il travaille la gêne homosexuelle, mais parce que j'ai fait un séminaire d'une heure et c'est passé mon temps, je préfère passer la parole à Catherine, pas Caroline, Catherine, qui est une artiste et une comédienne, et qui va nous réciter des poèmes que Rimbaud a fait à 15 ans. Vous allez entendre la profondeur qu'a un enfant, parce que pour moi c'est un enfant, à 15 ans. Mais pourquoi? Quelle est la différence entre Rimbaud? Pourquoi Rimbaud ne s'est pas suicidé? Justement. Parce qu'il écrit. Parce qu'il écrit. Et en plus parce qu'il avait ce talent d'écriture. Mais parfois les écrivains aussi se suicident. Oui, tu as raison. Tu as raison. Raconte. Parle. Oui. C'est là où on se heurte justement à la symbolisation non accompagnée. Parce que, voilà, on peut symboliser, mais ne pas arriver à dire, malgré tout, assez. Ah, vous voyez, elle est art thérapeute, je ne sais pas comment on prononce, mais elle travaille, elle a une expérience, c'est pour ça que pour moi tu es précieuse, ton expérience, ça fait combien d'années que tu 2 ans et demi. Dis ton nom s'il te plaît, Je m'appelle Andrea Delibes. Voilà. Delibes, Andrea Delibes. Comme Léo. Comme Léo. Comme Léo. Oui. Alors, ça fait plusieurs années que tu travailles, non pas tellement, tu es si jeune. Oui, 2 ans et demi. 2 ans et demi, mais déjà, c'est... Commence. Oui, 2 ans et demi d'avoir des adolescents comme ça, 2 fois par semaine, tu vois. Ah, je suis à plein temps. À plein temps. À plein temps. C'est une expérience, je t'envie, parce que si jeune, tu as déjà cette expérience très forte, parce que je t'ai dit, tout le monde, je vous dis, tout le monde, quand on rentre en analyse, on va arriver à l'enfance en passant par la puberté. Chacun de nous, il parle de c'est pas même pas de l'adolescence, c'est de la puberté et de la petite enfance. Ça veut dire la sortie de ce monde de la famille qui étouffe, à un moment donné, étouffe l'enfant. Quand tu étais jeune adolescente, toi tu jouais pour ne pas entendre la voix des adultes, des mamans, etc. C'est une blague. C'est une blague, Marie. Elle jouait des instruments de musique, tu me l'as déjà dit. Oui, enfin jusqu'à ne plus pouvoir jouer. Oui, à un moment donné. Oui, voilà. Oui, Enfin, c'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. C'est le sujet d'une adolescente qui était là. Bon, si tu veux, s'il te plaît, si tu nous lis avec lenteur, avec amour, les poèmes de Rimbaud. Les premières, il a 15 ans. Vous connaissez un peu l'histoire de Rimbaud en 2 minutes. Rimbaud, c'est un cas extraordinaire, mais la preuve que chacun est un cas singulier, c'est qu'ils sont 5 frères et les seuls grands écrivains, les seuls complètement fous d'Angle qui a fait des bêtises à ne pas pour la question de l'homosexualité, de beaucoup de choses. Mais j'ai oublié ce que j'allais dire. Mais Bravo, sa famille, ses frères.
Oui. Le seul de ses frères à produire. Voilà, à produire. Parce que, par exemple, sa sœur était très conventionnée, Isabelle Rimbaud, sa sœur. Et un de ses frères, c'est vrai, je crois que s'est suicidé. Parce que la vie de Rimbaud, c'est ça. Son père venait, c'était un militaire. C'était un militaire qui était, c'est l'époque de l'Algérie, du Maroc, les Français partaient là-bas. Et c'était 1891, je ne sais pas quand sont commencés les liens entre les colonies françaises. Avant. Avant. Donc les pères de Rimbaud partaient, ils venaient seulement une fois par an pour faire un bébé. Et après, c'est ça les pères qui a eu Rimbaud. Et la mère, une femme mais vraiment sévère, raide, qui avait tous ses enfants impeccables, l'un à côté de l'autre, l'un derrière l'autre, aller à messe. C'est la pire éducation qu'on aurait pu penser, c'est celle qui est conventionnelle, c'est celle qui a eu Rimbaud. Quelle est la différence? Rimbaud était brillantissime à l'école. Voilà. Il n'avait pas de problème de scolarité, mais c'était par siècle. C'était à 11 ans, elle faisait des poèmes en latin. Tout le monde était... Mais en même temps, on voyait déjà que c'était un petit voyou. Hein, parce que Rimbaud, entre nous, qu'il m'a pardonne, mais c'était un vrai petit voyou. Pour contraire ces mères si conventionnelles, ces mères si casse-pieds, si strictes, si carrées. Donc, qu'est-ce qu'il fait? À 15 ans, il s'échappe, il veut aller à Paris. C'était l'époque de la Commune de Paris. C'était l'époque de la guerre avec la Prusse. Prussie ou Prusse, je ne sais pas comment on dit, la Prussie. Et donc, il monte dans un train et avant d'arriver à Paris, on le ramène parce qu'il n'avait pas payé son billet. On le ramène, mais il y a eu toute une histoire. La question, c'est que Rimbaud a fait un peu de la prison. Apparemment, il a été violé. Je crois que j'étais mis un des poèmes où, oui. À 15 ans, il s'était enfui. Où il relate comment il a été violé. Il avait pris un train à voilà comment il est. Oui. Lis tes poèmes et après, si on a le temps, je vais les expliquer. Mais... C'est bien, moi, à 15 ans, j'ai fait une fugue aussi. J'ai pris un train, n'importe lequel, je suis allée jusqu'au bout de la ligne. Je me suis dit, je vais voir où j'arrive. Oui, c'était à Saint-Denis. Mais justement, je le prenais pour Rimbaud. Enfin, c'est à cause de Rimbaud aussi que j'ai fugué. Hein. C'est lui qui m'a donné l'idée. Parce que j'adorais Rimbaud. Oui. Elle est comédienne depuis des années, depuis quel âge? Bah, comédienne oui, et auteur, excuse-moi. Oui, non, mais je fais plusieurs trucs. Depuis sa fugue. Depuis sa fugue. Depuis ma fugue, à 15 ans, oui. Non, mais je suis plutôt dans l'écriture hein, depuis un moment. Oui, c'est pour ça. Oui. Toi, tu m'as rien dit, c'est moi qui l'ai porté, c'est une merveille. Oui, c'est pas. Du coup, j'avais quand même des catalogues. Bon, on va entendre la merveille. D'ailleurs, la dernière fois, j'ai voulu faire lire mes textes par des comédiens autres que moi. Bon, justement. C'est vrai. Pour changer un peu. Alors, le premier, c'est sensation, c'est ça? Sensation, ouais. Oui, parce que d'une certaine façon, c'est la sensation du pubère dans la pureté de ses premières sensations du corps. Allez. Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, fouler l'herbe menue. Rêveur, j'en sentirai la fraîcheur à mes pieds. Je laisserai le vent baigner ma tête nue. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec une femme. Voilà, c'est plus joyeux, il a fait un petit bon? Non, mais c'est la nature. Bah, tu m'as dit lentement. Tu m'as dit lentement. Ah oui, d'accord. Lentement, ça veut dire être lente et gai. D'accord. Mais vous savez pourquoi? pourquoi? Répéter alors. Parce qu'il était... C'était un enterrement là. Oui, là c'était le suicide. Ah, c'est vrai? Oui, c'est dommage. Ah bon, moi j'ai pas senti comme ça.
Non, mais pourquoi? Parce que Rimbaud, mais je ne sais pas à quel âge il s'est assumé comme homosexuel. Mais là, dans ses petits poèmes, à 15 ans, il parle encore en termes de retrouver une femme. Une chose que jamais il a fait. Il a retrouvé Verlaine, que c'était l'amour de sa vie. Bon, mais c'était joyeux. Ah oui, bah, C'est les sensations du rêve. Alors donne-moi des indices. D'accord, bah, du coup, parce que tu m'as dit bien lentement pour qu'on entende bien. Oui, mais on ne va pas la lire. Mais il y a sa femme abyssine quand même après. Comment? Quand il est devenu trafiquant d'armes, là, après. Ah oui, non, la vie de Rimbaud est il a eu une passionnante. femme quand même, là, son abyssine. Non. Il a vécu avec une abyssine. Avec une femme. Non. Si, avec une femme abyssine. Oui, mais... Il a eu une histoire avec une abyssine. Elle était belle d'ailleurs. Peut-être, peut-être. Si, On a parlé tellement de des choses. photos d'elle. Ah oui. Photos d'elle. Bon, d'accord. Moi, je savais qu'il était... Enfin, que Ça veut dire, je n'ai pas apporté, mais j'ai la vie œuvre de Rimbaud, toutes les lettres de Rimbaud, parce qu'il a cessé d'écrire à 18 ans, 19 ans, il a cessé d'écrire pour toujours. Hein. Ouais. Tout ça, il a écrit entre 15 ans et 20 ans, disons. Mais comme il est parti en Afrique, c'est vrai, il vendait des armes. Bon, c'était une vie d'action permanente, toujours. Par contre, à mon avis, à la recherche de ses pères, qui jamais a voulu s'occuper des enfants. Il venait pour faire un bébé, c'est une chose rare. Mais avec la femme qu'il avait, c'est pas. Bon, tu peux lire le deuxième, je crois que c'est celui de la violation. Comment s'appelle celui? Il n'y a pas de titre, hein. C'est un trou de verdure. Tu peux les lire, s'il te plaît? D'accord. Ah oui, le dormeur du Val. Ah, c'est le dormeur du Val. Ah, les dormeurs du Val, c'est horrible. Ah oui, le titre est... Moi, je l'ai choisi parce que c'est l'actualité. Ah, oui. Ce sont les gens qui meurent dans la guerre. Oui, les gens. C'est peut-être le plus connu, le dormeur du Val. Ah, c'est celui-là n'est pas très joyeux. Hein. Non, justement, tu t'es trompée là. Maintenant, il ne faut pas être joyeuse. D'accord, c'est pas joyeux, d'accord. Mais je sais pas, d'accord. C'est un trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne fière, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu d'or. Il est étendu dans l'herbe sous la nue, pâle dans son lit vert où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme, nature berce-le chaudement, il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine, tranquille. Il a 2 trous rouges du côté droit. Horrible. Il a 2 trous rouges. Au côté droit, j'ai fait une fausse. Il est mort. Oui, il décrit tout un garçon magnifique, de beauté et tout ça, qui dort tranquillement, mais ne dort jamais. Bon, peut-être que je ne savais pas. Il a beaucoup de choses très drôles, Rimbaud, et j'ai choisi ça parce que pour tous les jeunes qui meurent à ces moments dans toutes ces guerres, moi je pense toujours aux jeunes. Hein. Ceux qui en envoient à la guerre sont des jeunes pauvres en général, parce que les fils des officiers et tout ça, ils ne vont pas. Hein. Yves Montand montait en chanson. Ah oui, Yves Montand avait. Oui. Et Jacques Brel aussi. Ah oui, les dormeurs d'Ival, c'est vrai. Alors, les dernières, c'est très amusant, mais c'est terrible. Tu peux lire aussi la suite, l'explication. Les voyelles ou le... Ah, c'est les voyelles que j'ai mis en santé. Il y a les voyelles, là, A, noir, ça m'énerve. Après, il y a... Non, mais sinon, il y a le cœur supplicié. Voilà, le cœur supplicié. Lis-les, je ne sais pas si triste ou joyeux. C'est triste ou quoi, celui-là? Antiphalique. Ah, d'accord. Le cœur supplicié du pitre volé. Mon triste cœur bave à la poupe. Mon cœur est plein de caporal. Ils y lancent des jets de soupe.
Mon triste cœur bave à la poupe, sous les colibés de la troupe qui lance un rire général. Mon triste cœur bave à la poupe, mon cœur est plein de caporal. Ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. À la vesprée, ils font des fresques ityphaliques et piouspiesques, ô flots abracadabrantesques. Prenez mon cœur, qu'il soit sauvé, ityphaliques et pioupiesques, leurs insultes l'ont dépravé. Quand ils auront tari leur chic, comment agir, ô cœur volé? Ce seront des refrains bachiques. Bachiques, on dit bachiques, hein? Ce sont des mots inventés, bachiques. Poétiques. Bachiques de Bacchus. Oui, des Bacchus. Oui. Ouais. Ce seront des refrains bachiques. Quand ils auront tari leur chic, j'aurai des soubresauts stomachiques. Si mon cœur triste est ravalé, quand ils auront tari leur chic, comment agir au cœur volé? Eh bien, je vous dis tout de suite que les cœurs, c'est les sexes. C'est les sexes. Et donc, ce qu'il décrit, c'est pour ça, si vous pouvez, vous mettez les cœurs suppliciés, Rimbaud, les cœurs suppliciés, et vous allez les voir. C'est incroyable ces poèmes, parce qu'il savait, comment vous dire, il savait se moquer d'une expérience qu'il a eue. Les mots n'aimaient bien pas, mais il veut être moqueur, mais en fait, quand on lit ça attentivement, ça devient un drame, comme la tragédie de Védékin. C'est un drame, parce que et ça finit ces poèmes, quoi faire, comment il faut agir, c'est comme ça la dernière ligne. Hein? Oui, comment agir au mon cœur volé? Si tu veux, tu lis, si vous avez encore une minute, tu lis les commentaires sur ça. Parce que là, c'est pas un poème, ce sont des commentaires. Oui, j'ai vu, après c'est un commentaire, ouais. Alors, malgré son titre pathétique, le poème propose une anecdote plutôt grotesque. Le narrateur se trouve sur un bateau et s'est placé à la poupe pour vomir, sous les moqueries de ses compagnons. Mais on comprend bientôt qu'il est en train de subir une sodomisation de la part d'un groupe de soldats pris à pic et avinés. Il sent son cœur souillé et en appelle au flot purificateur de la mer. La question finale, comment agir, n'est pas facile à interpréter. La récurrence des allusions à l'univers militaire, pioupiesque, caporal, troupe, soupe. On peut ajouter à cela une lecture biographique de l'interrogation angoissée sur quoi s'achève le poème à la lumière de la lettre de Georges Isambard, où le poème trouve place. Rimbaud évoque dans cette lettre la vie dépravée et la situation précaire qui sont les siennes à Charleville en ce mois de mai 1871, sans argent, se faisant entretenir par des compagnons qu'il méprise, compagnons de bistrot et peut-on supposer de beuverie et de débauche. L'anecdote du poème pourrait fort bien être comprise sous ce rapport comme une représentation allégorique de la situation vécue. Par ailleurs, comme l'autre lettre du voyant, celle-ci témoigne du besoin d'agir politiquement, qui s'impose aux jeunes poètes en ces temps de révolution communeuse. Ce que nous savons des activités politiques de Rimbaud pendant son séjour à Douai de septembre-octobre 70. Là, c'est la question politique. politique. La lettre qui contient le cœur supplicié montre aussi les hésitations du jeune homme. Il se sent englué dans une vie médiocre et dégradante, et coupable de s'y complaire alors que toutes ses convictions politiques, l'idée qu'il se fait de la poésie, devrait le porter vers cette bataille de Paris où tant de travailleurs meurent pourtant encore tandis que je vous écris, d'où sans doute ce cri de désarroi, comment agir au cœur volé. Voilà, les cœurs suppliciés, parce que j'ai coupé là. C'est la façon. Clairement, parce que là c'est la clé. Ah, pardon. La clé du poème. D'accord. Le cœur supplicié, c'est la façon dont la tonalité pathétique finit par l'emporter sur tout l'arsenal parodique.
la fantaisie évoquée par Rimbaud dans sa présentation du poème. Le contraste est saisissant sur ce point entre l'atmosphère du poème et le ton provocateur et plein de superbe de la lettre par laquelle Rimbaud l'adresse à son ancien professeur Georges Isambard. Ce qui nous émeut dans le poème tient moins au texte lui-même qu'au lien que nous établissons entre ce qui nous est raconté et ce que nous savons ou croyons deviner de la vie et de la personnalité de l'auteur. Peu importe de ce point de vue que les clés biographiques alléguées par les uns ou les autres aient un fondement ou pas. Peu importe que le narrateur ne puisse pas être totalement identifié à l'auteur. Car nous sentons que dans ce poème, Rimbaud parle de lui, du mouchoir de dégoût qu'on lui a enfoncé dans la bouche. Vous vous rendez compte qu'est-ce que c'est les mouchoirs de dégoût qu'on a enfoncé? Ah, C'est une fellation. Et du coup, la trivialité forcée du texte nous apparaît comme un masque, et les efforts faits par l'auteur pour se cacher derrière ce masque renforcent en réalité chez le lecteur l'intuition de sa détresse. Paradoxalement, ce poème de combat anti-lyrique est un puissant exemple de lyrisme personnel d'un genre nouveau. Bon, je ne sais pas si ça vous a plu, mais moi je trouve passionnant ces 3 poèmes de Rimbaud. Oui, c'est vrai. Vous pouvez les trouver, je les ai trouvés sur Internet, facilement. Vous mettez Rimbaud et les noms du poème. Dans ce cas, c'est les cœurs suppliciés que je crois, surtout parce qu'il y a tellement de néologismes, de mots, c'est un poème d'une beauté extraordinaire, malgré les pathétiques de la chose. Et la sensation... Il apparaît plus comique et en fait il est... Voilà, c'est ça. C'est un comique qui exprime la violence. En fait. Totalement. C'est pour ça que c'est le terme que j'avais oublié, parodique. Il essaye de faire une parodie, mais quand il approfondit, quand il est dit à plusieurs reprises, tu comprends la détresse de ces garçons. Et bon, les dormeurs d'Ival, c'est un... Mais les 2 premiers, peut-être que le premier c'était un lieu un peu sinistre, en fait ça m'a beaucoup touchée parce que ça m'a vraiment rappelé mon enfance, parce que Rimbaud c'est vraiment le poète de mon enfance, qui m'a le plus inspiré. Mais pourquoi les premiers poèmes? Le premier, alors tu m'as dit c'était un peu sinistre, mais en fait j'étais très touchée parce que ça m'a repropulsée dans la découverte de... Pour moi le premier poète c'est Rimbaud. Totalement, oui. Dans mon enfance, le premier poète que j'ai rencontré et qui m'a vraiment touchée, auquel je me suis identifiée jusqu'au point de fuguer, c'était Rimbaud. Donc pour moi, les 2 poèmes, je m'en souvenais très bien de ces 2 premiers poèmes. Je m'en souviens très bien. Oui. Voilà. Écoutez, j'espère que ça a été fructueux pour vous, que ça vous a tenté de connaître la pièce de Wedekind et surtout le Rimbaud aussi. Parce que tous les 2, malgré les... Je vous dis, ils sont de la même génération et c'est surtout les problèmes de l'adolescence. C'est un adolescent, Rimbaud, comme ça. Mais tu sais, j'ai un truc à dire en fait là, parce que dans un livre que j'ai écrit, je sais pas là, mais c'est James Joyce Free, tu l'as pas. Et justement, il y a Rimbaud dedans et il y a Lulu de Wedekind dedans. Ah oui, qui font partie des personnages, en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui devient fou et qui perd son identité et donc qui se réinvente des noms. Et donc